Si c'était si facile d'avoir 6 semaines de congés payés avec juste des énergies renouvelables, ça fait 100 000 ans qu'on les a, les énergies renouvelables, pourquoi c'est pas arrivé plus tôt? Si c'était si facile d'avoir des retraites avec juste des énergies renouvelables, encore une fois, ça fait des milliers d'années, pourquoi c'est pas arrivé plus tôt? Si c'était si facile d'avoir des vacances lointaines avec juste des ENR, pourquoi est-ce que c'est pareil, etc. Donc, enfin, je veux dire, nos ancêtres n'étaient pas beaucoup plus cons que nous. Mozart était beaucoup plus intelligent que moi, Léonard de Vinci aussi, Newton aussi, et Galilée aussi. Donc, enfin, je veux dire, pourquoi est-ce que c'est pas arrivé plus tôt? La réponse, c'est, pour paraphraser Clinton, c'est it's the kilowatt hour stupid. Enfin, c'est une raison énergétique, physique qui fait que c'est pas arrivé plus tôt. Donc, la réponse courte, est-ce que ça va nous sauver? Non. Réponse longue, est-ce que c'est utile d'en faire? Oui, parce que tout ce qu'on va pouvoir faire sur ce plan-là nous évitera encore plus d'efforts sur le plan de la restriction de consommation. Est-ce qu'on ne pourrait pas se dire, ou être tenté en tout cas de penser, que les énergies renouvelables vont nous sauver, même si l'effort va être conséquent? Est-ce que l'éolien, est-ce que le solaire, est-ce que aussi le nucléaire, même si ce n'est pas vraiment renouvelable, sont une partie de la solution ou la solution? Alors une partie de la solution, oui. La solution, au sens de ça serait suffisant de faire ça, non. Alors d'abord, il faut se rappeler que les énergies renouvelables, on les connaît très bien, puisque c'est les seules énergies auxquelles on a eu accès entre l'apparition de notre espèce il y a 100 000 ans et il y a 2 siècles. Donc une humanité vivant avec juste des énergies renouvelables, on sait que c'est possible, puisque ça a été le cas. Voilà. Par contre, à cette époque-là, il n'y avait pas 8 milliards d'individus, il n'y avait pas 60 ans d'espérance de vie à la naissance en moyenne sur Terre, il n'y avait pas une voiture par personne, enfin, ou 1,6 milliard de voitures sur Terre, il n'y avait pas 2 milliards de tonnes d'acier fait par an, il n'y avait pas 4 milliards de tonnes de ciment fait par an, il n'y avait pas le voyage à Marrakech pour quelques centaines d'euros, etc. Tout ça n'existait pas. Dans ce monde 100% renouvelable, on avait une existence qui était très très différente de l'existence que nous avons aujourd'hui. La mobilité était beaucoup plus restreinte. Les gens faisaient 4 km à pied par jour. Aujourd'hui, les gens font quelques dizaines de kilomètres en voiture par jour, en moyenne. Ils font une dizaine de kilomètres par jour en moyenne en avion. Donc ce monde était vraiment très très différent. La démocratie n'existait pas beaucoup, dans le monde des énergies renouvelables. La question se pose de savoir s'il y a un lien de cause à effet. Moi, j'avais un peu spéculé là-dessus dans un bouquin que j'ai écrit il y a quelques années. Et ma réponse était, il est possible qu'il y ait un lien, parce que la démocratie est apparue dans le monde en croissance. Le premier pays à avoir basculé dans la démocratie, c'est la Grande-Bretagne, qui a aussi démarré la révolution industrielle et donc la croissance avant les autres. D'aucuns diront que les Grecs étaient... Mais bon, il y avait des esclaves. Les Grecs, c'était pas une démocratie. Les Grecs, c'était quelques milliers de citoyens libres assis sur une armée d'esclaves. Donc en fait, les Grecs, ils avaient démocratiquement géré la copropriété des nababs situés au milieu du flot d'esclaves. Bon, ok, ça c'est facile. Mais la démocratie de masse, ça n'existait pas. Donc est-ce qu'on peut imaginer conserver tous les acquis de la civilisation industrielle en revenant aux énergies renouvelables? En fait, c'est ça la question quand les gens disent est-ce que les énergies renouvelables peuvent nous sauver? La réponse courte, c'est que moi, j'y crois pas. Alors, on va me dire, oui, mais aujourd'hui, les éoliennes font du kilowattheure moins cher que les énergies fossiles, etc. OK. Sauf que les éoliennes qui, aujourd'hui, font du kilowattheure moins cher que les énergies fossiles, elles ont été fabriquées avec du charbon, du pétrole et du gaz. C'est-à-dire qu'une éolienne moderne est un sous-produit comme mon t-shirt, comme la prise électrique qui est là, comme mon vélo et comme la vitre de chez moi, de l'appareil industriel. C'est les mêmes sous-produits, d'accord ? Donc aujourd'hui, la démonstration qu'on a été capable de faire dans le monde, c'est qu'on peut faire des éoliennes pas chères dans un monde dans lequel on consomme par ailleurs chaque année plus de pétrole, plus de charbon, plus de gaz, et on a un appareil industriel qui est globalement plus gros. Bon, ok. Mais est-ce que ça donne la réponse à la question qui est que devient le prix de l'éolien, ou du solaire, ou d'un barrage, enfin n'importe quoi, dans un monde dans lequel il n'y a plus que des éoliennes et des panneaux solaires pour les fabriquer. Voilà. Et ça, aucun économiste n'a la réponse à ça. La seule garantie que moi j'ai en tête, c'est que ça n'a rien à voir en termes de volume et de prix avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors, ce n'est pas une raison pour ne pas faire d'éoliennes et de panneaux solaires, c'est pas ça que je suis en train de dire. Par contre, c'est une très bonne raison pour ne pas s'imaginer qu'avec juste des éoliennes et des panneaux solaires, on va être capable de reproduire le monde industriel actuel. Moi, ça, j'y crois pas une seconde. Mais quand je dis j'y crois pas une seconde, c'est une conviction. C'est pas le résultat d'une démonstration mathématique, c'est bits and pieces, enfin, c'est des petits bouts ici et là de considérations qui, elles, relèvent de la physique. Par exemple, le vent, c'est beaucoup moins dense que le pétrole.
Le rayonnement solaire, c'est beaucoup moins dense que le pétrole. Le vent et le soleil, ça se stocke moins facilement que le pétrole, bon, etc. Donc il y a quand même des considérants physiques derrière. Et à l'arrivée, quand on fait des calculs d'ordre de grandeur, on se rend compte que la probabilité pour qu'on y arrive, elle est proche de 0. Et du reste, si c'était si facile que ça d'y arriver, il y a longtemps que ça serait fait. Pour donner quelques ordres de grandeur, de ce que j'ai compris, le pétrole, rien que le pétrole, hein, c'est 100 000 TWh par an à l'échelle mondiale, et l'éolien et le solaire réunis, on est sur 3 000. Quelque chose comme ça? Alors, moi j'ai en tête que le pétrole, c'est 30% de l'approvisionnement énergétique mondial, et l'éolien et le solaire combinés, on est aux alentours du pourcent. Oui, c'est ça. Toi, tu dis 100 000 et 3 000? 100 000 contre 3 000. C'est 3%, oui, c'est ça. On est dans les mêmes eaux. Et aujourd'hui, ce dont on a fait la démonstration encore une fois, c'est qu'on est capable d'installer plus de panneaux et plus d'éoliennes dans un monde dans lequel, par ailleurs, on consomme plus de charbon et plus de pétrole. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas en faire. Je suis juste en train de dire, je suis pas en train d'être anti-renouvelable dans cette histoire. Je suis en train d'être anti-illusion, c'est un peu différent. Donc, penser que les gens vont conserver leur retraite, leur pouvoir d'achat, leurs 6 semaines de congés payés, enfin les miennes, hein, mes 6 semaines de congés payés, ma retraite, mon pouvoir d'achat. Je ne suis pas en train de m'opposer au... Pensez qu'on va collectivement garder tout ça dans un monde dans lequel il n'y aurait plus que des éoliennes et des panneaux solaires, c'est-à-dire des moulins à vent, j'ai des doutes. Toute la théorie qu'on expose dans le monde sans fin, c'est qu'en fait le pouvoir d'achat et le temps libre, c'est une conséquence de l'abondance énergétique, et que c'est arrivé au moment des énergies fossiles. Si c'était si facile d'avoir 6 semaines de congés payés avec juste des énergies renouvelables, ça fait 100 000 ans qu'on les a, les énergies renouvelables, pourquoi c'est pas arrivé plus tôt? Si c'était si facile d'avoir des retraites avec juste des énergies renouvelables, encore une fois, ça fait des milliers d'années, pourquoi c'est pas arrivé plus tôt? Si c'était si facile d'avoir des vacances lointaines avec juste des ENR, pourquoi est-ce que c'est pareil, etc. Donc, enfin, je veux dire, nos ancêtres n'étaient pas beaucoup plus cons que nous. Mozart était beaucoup plus intelligent que moi, Léonard de Vinci aussi, Newton aussi, et Galilée aussi. Donc, enfin, je veux dire, pourquoi est-ce que c'est pas arrivé plus tôt? Ma réponse, c'est, pour paraphraser Clinton, c'est « it's the kilowatt-hour stupid ». Enfin, c'est une raison énergétique, physique, qui fait que c'est pas arrivé plus tôt. Donc, la réponse courte, est-ce que ça va nous sauver? Non. Réponse longue, est-ce que c'est utile d'en faire? Oui, parce que tout ce qu'on va pouvoir faire sur ce plan-là nous évitera encore plus d'efforts sur le plan de la restriction de consommation. Donc c'est une bonne idée quand même de taper dans les énergies décarbonées, enfin pas de taper dessus, de taper dedans au sens d'en faire, parce que plus on en fera et plus ça allégera l'effort. Après, il ne faut pas s'imaginer que toutes les énergies renouvelables sont équivalentes. Les énergies renouvelables qui sont historiquement les plus utilisées, c'est-à-dire la biomasse et l'hydroélectrique, c'est aussi celles qui sont physiquement les plus pilotables. La biomasse, une fois que j'ai mes bûches de bois, je les brûle quand je veux. Donc si je veux faire de l'acier aujourd'hui, je le fais aujourd'hui, et si je veux faire de l'acier dans 3 semaines, je le fais dans 3 semaines. Et si j'ai envie de me chauffer dans mon poêle à bois aujourd'hui, et si j'ai envie de me chauffer dans mon poêle à bois dans 3 semaines, je peux le faire. L'hydroélectricité, c'est pareil. Mon lac de barrage, une fois qu'il est là, j'ouvre, je ferme. Au moment où j'ai besoin d'électricité, c'est pas compliqué. En ce qui concerne le soleil et le vent, c'est différent. Sauf à ce que la société accepte l'idée qu'on aille se faire soigner les dents ou que le train démarre quand il y a du vent ou quand il y a du soleil, il faut faire correspondre ces énergies au mode de fonctionnement que nous avons désormais adopté en Occident, qui sont que les horaires sont garantis. On a démarré ce podcast, on s'est donné rendez-vous il y a quelques mois pour démarrer ce podcast. Je n'ai pas dit je viendrai s'il y a du vent, ou je viendrai s'il y a du soleil. Quand la SNCF te dit pas le train démarrera s'il y a du vent ou du soleil. Tous les gens qui démarrent leur boulot à 9h parce qu'ils sont employés municipaux, la mairie leur dit pas le service municipal sera ouvert s'il y a du vent ou du soleil. Non, d'accord. Donc on a pris l'habitude, et l'école pour les gamins démarre à 8h30, qu'il y ait du vent ou pas de vent, et du soleil ou pas de soleil. Donc on a pris l'habitude de baser le fonctionnement de notre société sur des horaires prédictibles. Et le fournisseur fournit l'usine en temps et heure, enfin je veux dire, c'est en temps et heure partout. Et donc ça nous oblige, pour faire fonctionner la société de cette manière, à avoir des énergies qui soient pilotables. Alors, on peut quand même, dans un certain nombre de cas de figure, accepter que le service soit fourni de façon un peu différente. Par exemple, si j'ai un chauffe-eau bien isolé, pour prendre ma douche le soir, que l'eau ait été chauffée le matin ou le soir, je m'en fous un peu. Donc là, c'est typiquement un exemple dans lequel, pourvu qu'il y ait du soleil à un moment dans la journée, mon truc fonctionne, pas de problème. Si j'ai du transport électrique et que j'ai des champs de panneaux solaires surdimensionnés, il y a toujours un peu d'électricité solaire, même l'hiver. Et comme je me déplace tous les jours et que la batterie se recharge tous les jours, c'est gérable.
Mais il y a des usages pour lesquels c'est moins vrai. Et par exemple, une production industrielle qui fonctionne en ruban, c'est-à-dire toujours au même en base, soit de la fonte d'aluminium au fourneau, je ne sais pas quoi, je ne peux pas lui dire tu t'arrêtes quand il n'y a pas de soleil. Ça, c'est juste ingérable. Donc il y a plein d'usages pour lesquels la SNCF consomme moins d'électricité la nuit que le jour, mais par contre elle consomme tous les jours. Donc il y a plein d'usages pour lesquels on ne peut pas accepter une interruption de service dans le fonctionnement actuel de la société. Et à ce moment, on a besoin de rendre les énergies non pilotables pilotables. Donc dans les ENR, il y a deux grandes catégories, celles qui sont pilotables, celles qui ne le sont pas. Tant qu'elles sont pilotables, on peut en avoir autant qu'on veut. La Norvège a un système électrique dans lequel il y a 100% d'énergie renouvelable. C'est des barrages. Et les Norvégiens consomment, sauf erreur de ma part, 2,5 fois l'électricité que nous consommons en France par personne. Donc ça marche très bien. Parce qu'ils ont un pays immense parce qu'ils sont 4,5 millions sur un pays qui est grand comme la moitié de la France et qui est constitué essentiellement de montagnes et où ils flottent dans le sud-ouest de la Norvège, il pleut 4 mètres par an. Donc c'est ralovli, quoi, il n'y a pas de problème. Quand on est en Belgique, c'est une question. Dans le plat pays qui est le sien, avoir plein de barrages, c'est plus compliqué. Et l'Allemagne, dans son amour des énergies renouvelables, ne tire que 4% de son électricité des barrages, parce que l'Allemagne est aussi un pays raisonnablement plat, et il ne peut pas faire mieux. Et même la France, qui a des montagnes, tire 10 à 15%, et on ne peut pas faire mieux. Voilà. Donc les énergies pilotables dans les ENR, il y a longtemps qu'on les utilise. Et le défi aujourd'hui, c'est est-ce qu'on va arriver à utiliser de manière massive des sources non pilotables, donc éolien, solaire. Et en fait, quand les gens disent les renouvelables, c'est surtout à ça qu'ils pensent. Alors il y a des cas de figure dans lesquels on peut s'en servir, des cas de figure dans lesquels on ne peut pas s'en servir. Puis il y a des endroits où c'est bien de les implanter, des endroits où c'est moins bien. Par exemple, les éoliennes et une partie de la biodiversité aérienne, ça ne fait pas bon ménage. Avec certains rapaces, avec les chauves-souris, avec certains oiseaux ordinaires, etc. Question, comment on arbitre ? Est-ce qu'on se dit c'est pas très grave, ça tue quelques oiseaux, il y a d'autres trucs qui tuent quelques oiseaux et quelques chauves-souris, on s'en fout après tout, ou bien est-ce qu'on dit non, c'est important, et donc, ou est-ce qu'on a un moyen de concilier les deux? On dit on les met ici, on les met pas là. Bon. Enfin voilà, il y a plein de. En ce qui concerne l'éolien en mer, c'est plutôt l'inverse en fait. L'éolien en mer, pour l'avifaune, reste un problème, mais pour les poissons, c'est très bien parce que ça fait des récifs artificiels, donc ça augmente la quantité de poissons. Donc, comment on arbitre? Est-ce qu'on se dit un peu plus de poissons, ça vaut un peu quelques oiseaux qui sont dézingués au moment de la migration? Non mais comment est-ce qu'on arbitre? On ne sait pas quoi, je veux dire. Bon. Mais disons qu'à gros traits, tous les ENR, faut mettre le paquet dessus. Alors à gros traits, toutes les ENR, tout ce qu'on pourra en faire de pertinent est bon à prendre. Alors quand je dis pertinent, c'est ce que je disais, c'est des arbitrages. Parce que les ENR exploitant des énergies peu denses, le vent et le soleil, il faut beaucoup de collecteurs pour commencer à avoir les quantités d'énergie qu'on utilise aujourd'hui dans la civilisation industrielle. Donc beaucoup de matières premières. Et surtout beaucoup d'emplacements. Et surtout beaucoup d'emplacements. Donc ça veut dire que partout où on en met, on va devoir gérer les inconvénients que ça a là où on les installe. C'est pour ça que je disais, il y a une question à se poser sur les emplacements. Est-ce qu'il vaut mieux faire des très grosses machines en mer, des plus petites machines à terre? À terre, c'est plus simple à maintenir, en mer, c'est plus compliqué. Par contre, en mer, c'est plus loin des gens. C'est bien pour les poissons, moins bien pour quelques oiseaux. Mais c'est pas mal. Et puis le vent est plus prévisible. Et il est plus continu. Enfin voilà, comment est-ce qu'on arbitre? Donc oui, il faut faire tout ce qu'on peut faire dans des conditions raisonnables. Ça, c'est absolument évident. Par contre, même si on fait tout ce qu'on fait dans des conditions raisonnables, alors dans des conditions raisonnables, c'est aussi en maintenant la stabilité du réseau, parce que l'éolien et le solaire produisent du courant qui n'est pas du courant alternatif. Le dispositif produit du courant continu. Donc ça veut dire qu'il faut le redresser avec un onduleur qui est de l'électronique de puissance, et qui n'est pas aussi réactif, et qui n'est pas aussi fin que le courant, enfin que le mécanisme d'asservissement qu'il y a sur les machines tournantes, qui lui est un mécanisme qui ajuste très finement la fréquence et donc garantit de façon beaucoup plus importante une fréquence stable sur le réseau. Ce qu'il y a eu en Espagne est vraisemblablement, à un moment ou à un autre, c'est passé par une baisse ou une augmentation de la fréquence. Enfin, il y a eu une variation de fréquence que le réseau n'a pas supporté, puis vraiment, pouf. Puis après, les Espagnols n'ont pas su correctement îloter, et donc le truc s'est répandu partout. Bon. Le raisonnable peut aussi être là-dessus, c'est-à-dire ne pas aller jusqu'au moment où ça va mettre en péril la fréquence, mais du coup ça pose la question de savoir ce qu'on fait à côté. Voilà, donc c'est ça les questions qui sont posées. Donc tout ce qui est raisonnable, oui. Toute la définition étant qu'est-ce qu'on appelle raisonnable au regard d'autres critères, d'autres obligations, d'autres conditions ou limites qu'on doit respecter. Voilà, c'est ça la question. Et puis, il y a, comme je le disais tout à l'heure, quid de la pérennité à long terme d'un tel système, et ça c'est vrai pour tout le système industriel, hein, dans un monde dans lequel il y aura de moins en moins de sources fossiles qui aujourd'hui sont nécessaires pour maintenir le système et le fabriquer.
tout ça ne veut pas dire revenir à l'âge des cavernes. Je rappelle que le Moyen-Âge était déjà considérablement plus avancé que l'âge des cavernes. On savait déjà faire énormément de choses au Moyen-Âge. Et il s'agit peut-être probablement même pas de revenir au Moyen-Âge, mais il s'agit quand même d'inventer quelque chose de différent de ce qu'on a aujourd'hui. Et oui, en termes strictement matériels, ça veut dire qu'on aura moins de choses.